Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Koumaïsouk by Mozone. Alors, notre dernier invité était Monsieur Mounir Larissi des Engagés. Aujourd'hui, on a décidé d'inviter un autre homme politique, et pas des moindres, un jeune homme politique, 16e à la région pour écolo, Monsieur Ali Niaz. Ali, salam alaikum, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, ça va super, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, c'est du via-via, hein. C'est comme ça que s'est fait notre rencontre. D'ailleurs, c'est notre première rencontre, on se voit pour la première fois. En effet. Chouette personnage en tout cas. Plaisir partagé, effectivement, toi aussi, tu as un chouette profil. Alors, allez, avant de se lancer dans l'interview politique ou le podcast politique, où sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans un local d'une association qui s'appelle UFLED, qui est une association qui travaille dans le domaine de l'alpha FLE, donc elle forme en français les femmes, exclusivement les femmes. Donc c'est un local que cette association utilise et qui nous ont gentiment prêté pour le tournage. Merci à elle. Et d'ailleurs, on voit ici la conjugaison des verbes être et avoir. Donc on voit qu'elles sont vraiment au début de leur alphabétisation. Courage à elle et félicitations aux dirigeants de cette association. Je ne dirai pas qui en fait partie d'ailleurs. Alors, Ali, est-ce que tu sais te présenter à nous? Quel est ton parcours de vie jusqu'à être 16e à la région pour écolo? Tu veux la version courte, je suppose, parce que... Tu peux aller dans la version longue. Pareil. Alors, je m'appelle Ali Niaz, j'ai 25 ans. Je suis d'origine marocaine-égyptienne, donc marocain de Tanger, égyptien du Caire, comme la plupart des Égyptiens, j'ai l'impression. Donc le combo Jamal Abdel Nasser Hassan II, tu connais? Voilà, il y a un combo assez intéressant qui parle à certaines personnes, à d'autres non, mais moi ça me parle bien. Je suis éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Et comment je suis arrivé à être 16e de liste chez Écolo, c'est assez particulier. Franchement, j'aurais jamais imaginé me retrouver en politique. Moi, de base, j'ai arrêté l'école en 5e secondaire, ce qu'il faut savoir. Donc de base, j'ai pas de CESS. J'ai pas de diplôme, je suis un décrochage scolaire, je suis un pur produit de l'échec sociétal bruxellois, comme j'aime le dire. Et donc, j'ai dû arrêter l'école en 5e secondaire et j'ai participé à plein de projets tout en travaillant. J'ai travaillé à la STIB comme agent multimodal. Beaucoup savent ce que c'est. Tout le monde sait très bien. C'est les fameux gars en rouge aujourd'hui. Les gars en rouge. J'étais en gris à l'époque, tu vois. J'étais un ancien. Mais tout le monde connaît un cousin, un frère, une sœur, une cousine qui a été AMM une fois. Un chouette taf d'1 an qui te permet en fait de te lancer un peu dans un tremplin de travail, quoi. Et donc j'ai travaillé à la STIB et donc j'étais investi dans des associations, dont une qui s'appelle maintenant les ambassadeurs d'expression citoyenne, qui était une association qui avait pour but d'utiliser la prise de parole comme outil d'émancipation. Et donc on formait les jeunes à la prise de parole dans plein de contextes différents, cycle de joute verbale. Et donc j'ai grandi dans cette association depuis 2017-2018. Et donc on a fait grandir la sauce. Et donc, je me suis occupé de la cellule d'accrochage scolaire. J'accompagnais des jeunes en décrochage scolaire parce que qui de mieux qu'un gars qui a arrêté l'école pour accompagner des jeunes qui ont arrêté l'école. Et donc, de fil en aiguille, j'ai beaucoup travaillé sur le terrain, travailleur social, éducateur, quartier des 5 blocs, 5 Gilles. J'ai travaillé avec le bazar. Donc, on a fait plein de projets. Et je me suis retrouvé chez Écolo comment? J'y arrive. mais juste avant, je crois que tu as travaillé aussi sur les bavures policières en tant que jeune engagé dans le milieu associatif. Ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi, de base, je viens de Saint-Gilles. Donc là, j'habite à Anderlecht, on est à Anderlecht, ma deuxième commune de cœur, on le dit. Hein. Mais de base, je suis Saint-Gillois, je venais de la même zone de police. Ouais, c'est la même zone de police. En fait, on recevait les mêmes coups de matraque en fait par les mêmes personnes. Oula. J'ai été à Anderlechtois dans ma vie et j'en ai pas reçu. Je tiens à saluer tous les policiers que je connais. Ils ne frappent pas tous. Mais du coup, j'habitais à Port-de-Halle. Et donc, on était sujet à la violence de la brigade UNEUS qui a été dissoute depuis. Et donc, on a fait Peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce qu'était la brigade UNEUS, c'était à expliquer. La brigade UNEUS, c'était une brigade de proximité qui avait été lancée il y a quelques temps maintenant. J'ai plus les dates. Mais donc, le concept du projet, c'était d'avoir une brigade de proximité. Donc, logiquement, tu t'imagines à des chouettes policiers proches des citoyens qui sont là pour savoir si tout se passe bien, etc., etc. Mais de fil en aiguille, c'est devenu une brigade de cow-boys qui avait beaucoup de dossiers sur leur dos et beaucoup de violence par rapport aux jeunes. Donc, on avait beaucoup de témoignages de jeunes de Saint-Gilles, d'Anderlecht, voire de Forêt, qui étaient sujets en fait à la violence de la brigade. Et donc, c'était un long combat de longue haleine qu'il y a eu avec plein de collectifs, dont le collectif des Madrés, auquel j'ai participé. Et donc, jusqu'à la dissolution
de la brigade, qui est une grande étape, mais qui n'est pas forcément finie parce que les policiers qui ont été dissous ont été juste réaffectés au sein de la police. Donc forcément, il n'y a pas forcément eu de poursuite quand on voit le décès de Adil sur Anderlecht. Adil Charou qui est décédé il y a quelques années à Anderlecht. En plein Covid, d'ailleurs, il y a le procès qui est toujours en cours, qui a été ouvert il y a quelques... Ouais. La première audience a eu lieu il y a quelques semaines. Ouais, non, effectivement, quand on sait, on avait vu que c'était passé dans les médias que le policier en question était accusé de racisme en interne et de plainte. On voit qu'en fait, c'est un problème qui gangrène énormément la police. Donc, ça a été un de mes grands combats pendant des années au sein de mes associations, sur le terrain. En fait, hors du domaine politique, c'était vraiment, en fait, déjà de former les jeunes à pouvoir se défendre. Et c'est ce que je disais, en fait, c'était pas se défendre avec les poings, mais avec les mots, parce que c'est super important. Et donc, on avait formé, par exemple, on était parti former des jeunes du Bazar à Saint-Gilles, donc petite dédicace à Draré du Bazar. On les avait formés à la prise de parole, et franchement, c'était grave marrant. Enfin, c'est pas une chose qu'on apprend à l'école, et moi aussi, de base... Ce qu'on n'apprend pas en Belgique, par exemple en France, ils ont des concours d'éloquence dans les hautes écoles. Ils ont des concours d'éloquence, et c'est très valorisé. Et chez nous, en fait, on le met pas assez en avant, et je vous assure que moi, avec la prise de parole, j'ai fait un glow-up énorme. Ça a vraiment changé ma vie, et le but, c'était de former les jeunes à prendre parole, et en fait, à se défendre directement auprès du conseil communal. Venir, on fait une interpellation communale, on a un problème avec les policiers, pourquoi, comment, et donc ça a amené vraiment du poids en fait dans la lutte contre les violences policières, et c'est super utile dans tous les domaines possibles. Et j'ai remarqué, parce qu'on n'a pas encore été vers ton engagement politique, mais les violences policières ou les bavures policières, ça reste quand même un élément ça reste ton combat phare en fait. Ouais, c'est vraiment, à chaque manifestation, vous allez sûrement me voir tout devant avec le grand mégaphone en train de crier comme un fou furieux, parce que c'est vraiment une cause qui me parle énormément. Je connais de près et de loin des personnes qui ont subi des violences policières, et moi aussi j'en ai subi. Je me rappelle, et je vous raconte l'histoire rapidement, une manifestation pour la Palestine plutôt, il y a très longtemps, et on était à Palnos parce qu'il y avait la Belgique qui jouait contre Israël en match de foot. Ah ouais. Et je me suis retrouvé embrigadé dans un mouvement de foule, et on s'est fait arrêter par la police. Et je me rappelle encore, j'ai ramassé des coups quand on s'était fait arrêter, et j'ai fait 4h30 de cachot. J'étais mineur, j'étais le seul mineur du groupe, et ça m'avait super choqué parce que j'étais au courant que ça pouvait poser problème, mais je l'avais pas encore vécu directement, physiquement. Et franchement, c'était waouh. Après, je vais prendre une posture de défense de la police. Toujours, il faut toujours. Non, faut pas toujours. Non, quand c'est de l'injustice, c'est de l'injustice. Mais il arrive parfois dans certaines manifestations où c'est un groupe, on pense que c'est un groupe homogène, et alors on ramasse tout le monde dedans, alors qu'effectivement, c'est des individus qui composent un groupe, et il y en a certains, malheureusement, qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et en fait, tout le monde ramasse, alors que le but, c'est de disperser les perturbateurs. Non, c'est clair. Moi, je pars du principe que c'est pas tous les policiers qui sont racistes, qui veulent frapper les Noirs et les Arabes. En fait, pour moi, c'est le système qui est problématique. Vraiment, de manière systémique, il y a un problème au sein de la police, au niveau des formations, au niveau de ce qui se fait à l'intérieur, l'omerta, en fait, le silence qu'on garde. Et donc, moi, je suis pas là pour accuser chaque policier. J'ai un ami qui est policier. Moi, franchement, je me voyais bien policier quand j'étais plus petit, donc c'est vraiment, j'ai vraiment rien de personnel contre la police directement, mais il y a vraiment un réel problème de système. Et on a fait des projets avec mon association où on faisait des rencontres police jeunes, joutes verbales, et on les formait et on faisait des confrontations hors du cadre policier. Et donc ils venaient et on discutait, et ça permettait en fait de reconnecter les policiers directement avec les jeunes de quartier. Et tu as l'impression que les policiers ils sont déconnectés de la réalité? En fait, je pense que c'est un métier précaire. En fait, le métier n'est pas assez valorisé. Il faut savoir qu'on a une des plus courtes formations des policiers en Europe. Il y a des pays, pour être policier, il faut faire 3 ans. C'est carrément un bachelier. Et donc, faut exactement, pas les Pays-Bas, par exemple, voilà. Là-bas, c'est un bachelier. Donc, il ne faut pas aller dans l'extrême, mais nos policiers sont sous-formés, sont aussi mal payés par moment. Ça, donc, je ne suis pas très sûr par rapport aux chiffres. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité à refinancer la police et à reconnecter les policiers au terrain. Et donc, la police, c'est avant tout des personnes qui aident les citoyens, qui aussi protègent les citoyens. Et donc, moi, j'ai envie d'imaginer une vraie brigade de proximité, mais pas des cow-boys, mais vraiment des policiers qui ont un côté plus social. Moi, j'imaginerais vraiment des éducateurs devenir policiers dans un contexte où, en fait, ils ont vécu le terrain, ils savent de quoi on parle, et donc, on crée, en fait, des ponts. Et donc, le but, c'est pas de séparer, de désarmer les policiers et de les mettre dans un coin. Non, c'est en fait de créer des ponts, en fait, entre les citoyens et les policiers, parce que, en fait, on est les mêmes personnes, on habite les mêmes quartiers, on est bruxellois, on est belges, et donc, le but, c'est de créer vraiment des ponts.
Ouais. Et on dirait que le hasard fait bien les choses. On est aujourd'hui dans une cité anderlechtoise, connue du nom du Square Albert Ier. Là d'où venait, c'est le quartier d'où venait Adel Charo. Effectivement, on rend hommage à toutes ces personnes qui ont été victimes et qui sont malheureusement décédées sous les coups de la police ou des brebis galeuses de la police, pour pas généraliser. Et ton engagement politique, il est né juste après ces différents ateliers de prise de parole, ou comment est-ce que ça s'est construit en fait, ton arrivée chez Écolo? Alors moi, c'est vraiment particulier parce que personne ne m'attendait là. Enfin, même moi, je ne m'y attendais moi-même pas. Je ne me suis jamais imaginé faire de la politique. J'aime prendre parole, j'aime défendre mes idées, et pour moi, c'est important. En fait, j'ai le profil où j'ai envie de défendre les gens. Et il y a eu en 2017-2018 les manifs du climat, je pense que tu te rappelles, où tous les jeunes ils sortent, ils marchent. Greta Thunberg. Voilà, tu vois, la clique de Greta. Et dans mon association, on a décidé de lancer une cellule qui s'appelait les Semeurs d'idées durables. Bon, le nom, il est flingué. Il l'a changé entre-temps. Maintenant, c'est Vert demain. Et le but, c'était en fait de former les jeunes. C'est pas mal ça, Vert demain. Ouais, vert, tu vois, il y a un truc. Ouais. Et donc, vraiment, c'était dans la sauce. Et donc, il y avait cette envie de comprendre la crise climatique. Et donc, on a formé nos jeunes avec des ateliers avec Bruxelles Environnement, et on a fait des cycles de jeux de verbal avec plein d'écoles pour parler de l'environnement. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner, tu vois. Quand j'étais petit, on parlait souvent de la couche le trou de la couche d'ozone. Ouais. Et en fait, qui serait occasionné par le déodorant que tu utilises. Voilà, tu vois. Et j'essayais de comprendre, en fait, quel est mon rôle et en quoi ça me touche. Et puis, j'ai découvert un monde, mais incroyable. Et j'ai découvert qu'en fait, nous, les jeunes, les gens des quartiers populaires, on est les premières victimes de la crise climatique. Et donc, on a souvent tendance à dire que l'écologie, c'est pas pour nous, ça nous intéresse pas, c'est pour les gens riches. Mais en fait, on est les premières victimes de ce qui se passe. Et donc, on doit pouvoir s'approprier cette écologie et faire de l'écologie populaire, en fait. Parce que pour moi, l'écologie, c'est avant tout un thème populaire. Et donc, je me suis renseigné et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, j'ai fait tous mes projets au sein de l'association, et à un moment donné, je me suis dit, OK, mais j'ai envie de faire plus. À un moment donné, je suis bloqué par l'institutionnel, je suis bloqué parce qu'on ne met pas en place des mesures. Et j'avais rencontré par-ci par-là des politiques, beaucoup d'écolos par pur hasard en fait, en qui je me suis beaucoup retrouvé, dont Raja Mawan, Hicham Tali, Calvin Suarez, qui sont de base quelqu'un qui est un ancien prof. Et donc j'avais des connexions. Et donc je me suis un peu renseigné et j'ai rejoint les écologies, donc les jeunes écolos, dont je suis devenu coprésident quelques années après. Et donc voilà, au fil en aiguille, je me suis renseigné, je suis rentré dedans, jusqu'à me retrouver là. Donc, il y a beaucoup plus d'autres infos. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais c'est intéressant. Alors, je t'avoue que, comment dire, un jeune Saint-Gillois ou un jeune zoneur de la zone midi qui finit chez Écolo, c'est assez particulier. C'est quoi les valeurs qui t'ont attiré chez Écolo? Mais moi, je pense que c'est une valeur qu'on n'a pas tendance à penser directement. Quand on pense écolo, on va se dire, c'est bon, on va planter des arbres, on va manger des graines de quinoa et ça fait, tu vois. Alors que pas du tout. En fait, quand tu penches beaucoup plus ton nez, tu vois qu'il y a une réelle justice sociale qui est derrière. Parce qu'en fait, si tu fais de l'écologie sans justice sociale, c'est juste du jardinage, tu vois. Et moi, je fais pas de jardinage. Moi, le but, c'est vraiment d'apporter des choses. Et donc, il y a une réelle empreinte sociale derrière. Et les mesures qui sont derrière ont toujours été vues d'un axe social. Parce que ça sert à rien, justement, de juste planter des haies, tu vois. Donc, il y a vraiment un projet derrière qui est global et qui, en fait, me concerne. Et donc, c'est là où j'ai vu des valeurs très humaines, sociales et aussi très démocratiques. Quand je suis rentré dedans, j'ai vu qu'il y avait vraiment un système de fonctionnement qui permettait à tout le monde de prendre parole. Et c'est ça qui est particulier, c'est que, comme tu dis, je suis un zonard de gare du midi, snack midi, enfin, tu vois, genre, je me suis retrouvé à des postures qu'on ne m'aurait jamais ouvertes. Et on m'a tout le temps, moi je pars du principe qu'on m'a tout le temps fermé des portes. Et en général, j'ai toujours dû défoncer les portes. Et là, c'est la première fois qu'on m'ouvre la porte. Et on me l'a ouverte et on m'a donné une place, en fait, par rapport à l'expérience que j'ai eue, à la légitimité que j'ai. Et c'est un des rares partis, j'ai l'impression, qui peut donner cette chance, en fait, à cette jeunesse. Et quand tu as été coprésident d'écologie, parce que c'est deux mots à part, J de jeunesse, je suppose, est-ce que tu trouves que tu as été suffisamment mis en avant par à la fois les jeunes qui t'entourent, les médias, etc. Est-ce que tu trouves que tu es suffisamment médiatisé pour ce que tu as accompli? Non. Et franchement, je vais prendre des exemples parce que j'ai l'impression que des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, ça me choque parce que pour moi, c'est une expérience de fou. Je suis parti à la COP27 à Sharm el-Sheikh et je me suis retrouvé à la fin de la COP27 à devoir clôturer la COP27 pour l'Organisation des jeunesses mondiales. Donc, c'est-à-dire, tu vois, l'ONU, ils ont un axe jeune et j'ai représenté les jeunes de l'ONU
donc du monde entier. Tu vois les clichés dans les films, les assemblées avec les pays avec marqué USA, Poland, tu vois, genre assemblée des zinzins avec le grand logo de l'ONU. J'étais au milieu, j'ai pris le micro et j'ai parlé en anglais, avec mon anglais flingué, mais j'ai clôturé la COP27. Et pour moi, c'était un événement incroyable. Personne n'en parle. Un jeune bruxellois qui vient des quartiers, qui n'a aucun diplôme, qui se retrouve en fait à clôturer la COP27, à participer aux négociations. Là, je suis reparti à la COP28, toujours le même déroulé. On a participé aux négociations et en fait, on met pas assez en avant en fait ces profils et pas forcément que moi, des jeunes d'autres pays que j'ai rencontrés qui viennent en fait de milieux extrêmement défavorisés, mais qui ont réussi à arriver grâce à d'autres personnes, grâce à des badges. Et moi, je me suis battu pour la COP28 pour créer une délégation très diversifiée. Et donc, on a réussi à envoyer 20 personnes à la COP28. C'est pas mal, du Mexique, du Venezuela, de Guinée, du Bénin et des jeunes qui n'ont pas les moyens. On a réussi à subventionner pour qu'ils puissent aller à la COP28 pour en fait faire entendre la voix de la jeunesse des pays du Sud à la COP28. Et en fait, moi je trouve on n'a pas assez de visibilité, les jeunes qui s'investissent là-dedans quand on vient de quartiers populaires en fait. C'est triste, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais moi je vais te dire un truc, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, et tu le fais très bien sur Instagram, c'est que toi, en tant que jeune, tu prends toi-même l'initiative de parler de toi. Et j'ai remarqué, je t'avoue que j'ai vu plein de politiciens, t'as un sacré public, tu vois. Les gens te suivent, regardent tes publications, plus de 250 j'aime, des commentaires et tout. Et on sait très bien que pour le référencement sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui sert énormément, tu vois. Donc, j'ai envie de dire que, ok, on te donne pas la parole, mais ton avantage, t'as animé des ateliers de prise de parole, t'as pris la parole. Et quel serait ton conseil pour des jeunes qui font la même chose que toi actuellement, tu vois, qui veulent être des decision makers, tu vois, qui veulent prendre des décisions aujourd'hui? Ce serait quoi ton conseil justement pour qu'ils puissent avoir leur visibilité et qu'on puisse les reconnaître pour le travail qu'ils font? Moi, je pense que c'est important de capitaliser sur ce que nous on a. Donc, nous, on est jeunes, on connaît les outils, on connaît les outils des réseaux sociaux. Donc, faut pas hésiter à capitaliser là-dessus et en fait à être présent. Tu vois, les politiques un peu plus âgés, ils ont un peu du mal. Ils ont l'argent pour engager des CM. Et là, moi, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine des boîtes de prod. Toutes les boîtes de prod sont bookées par que des politiciens parce qu'en fait, ils prennent chacun leur propre boîte de prod par personne carrément, tu vois, parce qu'ils veulent se développer. Et nous, on a cette chance de pouvoir le faire gratuitement avec moins d'efforts. C'est un peu plus compliqué parce qu'on doit aussi travailler sur le côté. Moi, c'est un peu dur de faire ma propre com, mais tu vois, il y a vraiment moyen de faire des choses. Tu te débrouilles très bien. Franchement, là, ça va pour l'instant. Alhamdoulilah, ouais, bien sûr. On m'a prêté des micros, je filme avec mon téléphone, j'ai un petit trépied, je me débrouille. On fait avec les moyens du bord, tu vois. Donc, je reste un freestyler, système D. On fait avec ce qu'on a. Je resterai toujours comme ça, pas besoin d'acheter du matos de zinzin pour ça. Mais vraiment, c'est ça. Et mis à part ce conseil-là de prendre la visibilité, pour moi, c'est aussi un conseil pour les jeunes en général. Moi, je considère que je suis chanceux parce que je partais vers une optique arrêter l'école. Je vais travailler à la STIB. J'étais vraiment sur une lignée qui n'allait malheureusement pas m'amener vers ce genre de choses, mais vraiment pour finir en fait dans une vie totalement différente. T'es sorti du cadre classique qu'on t'aurait défini à l'école. C'est ça. Et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que... Effectivement, c'est une belle rencontre qu'on fait. la petite disquette. Mais franchement, je pense qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas eu cette chance et je pense que c'est vraiment une de mes envies que j'ai fait beaucoup dans mon association, que j'ai envie de continuer en tant que représentant de l'État, c'est vraiment de pouvoir donner cette chance à tous les jeunes. Parce que quand j'accompagnais des gens en décrochage scolaire, on n'arrivait pas à tous les aider. Il y a des jeunes qu'on ne peut plus parce qu'ils ont tellement été violentés par le système, tellement été cabossés que tu ne peux plus rien faire. Ouais, clairement. On se rend pas compte que l'école, c'est le miroir de la société. Et actuellement, la société, je vais pas vous mentir, c'est pas ouf. Ah, mais effectivement, si tu habites ici au Square Albert 1er et que tu fais ta primaire dans l'une des écoles ici dans le quartier et qu'après tu fais ta secondaire ici à l'atelier Leonardo da Vinci ou que tu vas à la Providence ou aux arts et métiers qui sont tout près, c'est sûr que tes chances de réussir socialement, elles sont moindres. Non, moi, je me rappelle quand j'ai fait énormément d'écoles. Enfin, les gens, quand je leur raconte, je me suis fait refuser d'école. Que normalement tu te fais pas refuser, tu vois. Genre, je suis passé donc j'ai fait Victor Horta en primaire, tu vois. Attends, c'est Saint-Gilles ou Forêt? Saint-Gilles, tu vois. Ouais. Je suis passé à Imy-Montjoie Ducle. Ok, ouais. On m'a envoyé en technique Don Bosco au Val d'Or. Je l'appelais la prison à ciel ouvert. C'était Guantanamo. Enfin, c'était incroyable. Ouais, c'était quoi incroyable? Non, ils ont brûlé le côté néerlandophone enfin, on passe les détails. Je suis passé à Diderot. Ok, ouais. Diderot, après, donc j'ai fait mécanique, j'ai fait gestion.
Je voulais changer d'école et aller en sociale. On m'a refusé, je cite, de Athénée Royal d'Ixelles, de Mercelis, d'André Thomas, de Saint-Vincent-Paul. Ouais. Et la seule école qui m'a accepté à la fin, c'était l'INRACI, qui m'ont accepté sans poser de questions. Et j'ai fait photographie là-bas. Et puis après, j'ai arrêté l'école dû à plein de contextes qui sont liés du coup au décrochage scolaire, mais aussi à un certain racisme de certains profs. Et donc, j'ai fait énormément d'écoles. Et je vois en fait à quel point ces jeunes, après être passés dans ces écoles, malheureusement, ils n'arrivent plus à rebondir. Parce qu'on les accompagne pas, parce qu'on met pas en avant ces écoles. Et il y a des chouettes profs dans toutes ces écoles, des profs qui ont envie, mais le métier, c'est un métier précaire. On le met pas assez en avant. Ils ont vraiment, enfin moi j'ai des amis qui sont profs maintenant, qui viennent du même milieu que moi, qui sont devenus profs. C'est extrêmement difficile. T'es seul à faire des efforts des fois parce que les autres Sans profs que la direction ne te suit pas, le PMS ne te suit pas, et les collègues aussi sont découragés. Mais franchement, et moi, un de mes rêves, ça serait d'ouvrir une école. Alors que j'ai arrêté l'école. Je me rappelle, j'ai co-créé une école avec mon association et la COCOF qui s'appelle le lycée Jules Verne. Il me semble que ça s'appelle toujours comme ça, au campus de Seria, une école à pédagogie active. Ouais, elle existe toujours, ouais. Jules Verne, ouais. Bon, on l'a co-créé avec mon association. J'ai travaillé pendant longtemps avec ça. C'était super chouette. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir créer une école de A à Z moi-même sans la COCOF, sans les institutions, pour vraiment imaginer une école où les jeunes sont au centre du projet. Et donc, ils viennent pas pour apprendre, mais ils viennent créer leur projet ensemble autour et rendre ça vraiment humain. Et je t'assure que si on faisait ça, ben, on verrait la différence dans les générations à venir et on capitalise pas assez dessus. Mais est-ce que justement, et là je vais faire mon critique, tu vois, est-ce que justement le fait de créer toutes ces alternatives, tu vois, au système, c'est pas justement laisser le système dans le pétrin, tu vois? Tout le monde va s'orienter vers des pédagogies actives ou alternatives. Tout le monde va se tourner vers des associations. On essaye de quitter le système de plus en plus pour proposer d'autres alternatives. Et au final, le système, ça reste l'échec, en fait. Tous ceux qui sortiront du système, ben, ce seront des pauvres, ils seront, éprouvés par le système, et les autres parce qu'ils auront eu des moyens, parce qu'ils auront eu des contacts, parce qu'effectivement Jules Verne et d'autres écoles de ce genre, je pense au système Montessori, c'est des écoles qui coûtent très très cher. Donc le fait d'aller vers là, est-ce que c'est pas quelque chose qui est problématique en soi? Alors, dans la vision de mon projet que je voulais créer, c'est du gratuit 100%. Après, c'est utopique. Mais après, le problème, c'est que le système ne change pas et c'est extrêmement compliqué de faire changer ça. Moi, tu me donnes les clés de l'enseignement en Belgique tout court, je suis chaud patate. Mais le problème, c'est qu'en Belgique, on fonctionne sous forme de coalition. On doit faire des concessions. C'est bénéfique comme négatif. Et donc, forcément, on avance à petits pas. Et en général, ce que tu vois, c'est qu'il y a des partis progressistes qui vont arriver. Ils vont mettre en place des mesures, ils vont les cadenasser. Et puis, ils vont devoir sauter du gouvernement la mandature après, et en espérant que ceux qui arrivent vont pas décadenasser le projet qu'ils ont mis en place, tu vois. Un bête exemple avec le décret paysage qui avait fait polémique, qui a été gelé d'une certaine manière, et donc il y a eu des modifications grâce notamment à la mobilisation de la FEF et des étudiants. Et donc... alors, je vais juste te demander, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui ne connaissent pas le décret paysage. Qu'est-ce que le décret paysage? Alors, le décret paysage, c'est un décret de l'enseignement supérieur que certains d'entre vous ont peut-être entendu en tant qu'universitaire haute école, qui a pour but de remplacer le décret Marcourt. Et donc, c'est un décret qui modifie plein de choses au sein de l'enseignement supérieur. Et donc, il a fait polémique parce que ce décret rendait de plus en plus élitiste l'enseignement. En tout cas, c'est mon avis, c'est pas l'avis du MR. Et donc, du coup, ça donnait moins de chances de réussite aux jeunes. Et donc, après un certain nombre d'échecs, tu pouvais plus refaire. Et tu avais aussi une réduction au niveau des crédits. Et donc, enfin, il y avait plein de mesures. Je suis pas calé sur toutes les mesures, mais donc ça a fait polémique et on partait sur l'année prochaine un taux de déscolarisation et d'échec énormissime. Et en fait, là, les partis ont pris leurs responsabilités et le PS et Écolo ont proposé une modification qui a été soutenue par le PTB. Et donc, on a pu écouter les jeunes universitaires. Mais en fait, il faut faire plus, tu vois. Il faut vraiment faire plus. Et donc là, c'est l'enseignement sup, mais en fait, le système est pour moi, en fait, moi je le dis avec les termes crus, mais pour moi, le système scolaire est pourri. On a un des pires systèmes scolaires européens. On est bourré d'inégalités et en fait, on doit faire quelque chose parce que c'est nous l'avenir de la Belgique, tu vois. Et donc, on doit faire en sorte que les écoles produisent des citoyens exemplaires, tu vois. Et là, c'est pas le cas parce qu'on les cabosse dès le jeune âge.
Ouais, je suis absolument d'accord avec toi sur cette idée de travailler sur l'enseignement. Tu sais, on parle comme ça et tout, mais je me rends compte en fait qu'on est en train de parler de 2 vidéos que j'ai vues sur ton compte Instagram, tu vois. Les bavures policières et le décrochage scolaire. Il y a une troisième qui m'échappe, mais je sais pas si tu te souviens du sujet. Je parle de plein de choses. Hein. Il y a une vidéo où je porte plainte. Il y a une vidéo. Ouais, Voilà, ça tombe bien. C'est parce que tu parles d'un sujet que je connais, que je connais. Tu sais, j'ai remarqué que c'est une tendance. Tout le monde te dit aujourd'hui, quand il parle devant un micro et une caméra, j'ai été harcelé dans ma vie. Tu vois, t'as pas l'impression que c'est devenu une tendance, le harcèlement scolaire, enfin, que les gens qui témoignent du harcèlement scolaire sont devenus trendy, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vrai que j'avais vu sur TikTok une fille qui faisait tout un projet avec les écoles et sa thématique phare, c'était que j'ai été harcelé à l'école et donc elle utilise. Mais je pense que c'est important parce que moi, je le dis, je n'ai jamais réellement parlé avec mon entourage. Mais moi, à l'école secondaire, oh là 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 là, première secondaire, harcèlement total. Hein. J'ai raté ma première à cause de ça. Vraiment. Et je pense pas que les personnes qui m'harcelaient, c'était négativement, tu vois, dans le sens où ils étaient méchants, mais pour eux, c'était pour rigoler, tu vois. Mais ils remarquaient pas l'impact que ça me faisait. C'est typiquement la réaction des personnes qui ont été harcelées. Tu vois? Tu vois, c'est de trouver comment dire, comme on dit chez nous, tu vois, c'est la bonne intention. La bonne intention voilà, de se dire, en fait, l'homme et la femme ne sont pas profondément mauvais. Et j'espère, en tout cas. Mais malheureusement, à partir du moment où tu as été harcelé, et je te le dis parce que je l'ai vécu moi-même, en fait, moi j'ai été harcelé pour différentes raisons. Je venais d'une famille relativement aisée, tu vois, j'avais tout ce que je voulais, je lisais. J'étais avec des gens qui ne lisaient pas. Ah, ça peut être très bête, hein, je te jure. C'est incroyable. J'ai les cheveux crépus, on se foutait de moi. Parfois, j'avais mes oncles et tantes qui m'offraient des vêtements qui étaient à eux. Ah ben, j'étais fier, tu vois, de porter quelque chose de la famille. On se moquait de moi. Et j'étais un petit gringalet, tu vois, tout mince. Je faisais du sport de haut niveau en plus. Et on n'arrêtait pas de m'harceler sur ce genre de choses, tu vois. J'avais appris que tout ce que j'avais appris dans les arts martiaux, il fallait que ça reste dans la salle. Toujours. Pareil à la boxe. Et donc, je prenais des coups. Et je réagissais pas. Tu peux pas en remettre. Voilà, tu vois. Et j'avais ma mère qui me disait, écoute, Koumail, non, s'il y a quelque chose, il faut que tu le dises à ton prof. Tu vois, s'il y a quelque chose d'autre, ben, si le prof ne t'écoute pas, ben, va voir le PMS, va voir la direction. Et je faisais ça et je passais pour le rapporteur. Et voilà. Je me faisais encore plus défoncer, tu vois. Non, ça sert à rien du tout. Et au début, je me suis dit, bon, tu sais quoi, non, c'est peut-être pour eux, comme tu dis, ils voulaient jouer avec moi. Et finalement, en fait, c'est pas eux qui voulaient jouer avec moi, c'est qu'ils voulaient juste me tabasser, c'est tout. Ça les amusait. On joue à tête à claque, le premier à devoir aller au milieu, ben c'est moi. Tu vois, et j'ai trouvé que ça, c'est des points hyper intéressants sur lesquels toi, tu veux travailler. Un, donc on en a parlé, les bavures policières. 2, le décrochage scolaire et le harcèlement scolaire. Ouais. Et d'ailleurs, tu en as parlé sur les réseaux sociaux et je te laisse revenir là-dessus, hein, sur le je porte plainte. Ouais, j'ai fait une vidéo où je commence en mode je porte plainte. Tunisiano, pour ceux qui ont la rêve. Mais là, c'était pas précisément par rapport au harcèlement scolaire, mais c'était l'harcèlement. Et en gros, pour vous expliquer, quand j'ai été élu coprésident d'écologie, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je me suis fait harceler de dingue par des fachos avec des comptes anonymes qu'on a su un peu tracer vite fait. Donc, on sait ils viennent d'une certaine idéologie politique connue bruxelloise, dont je ne citerai pas. Et donc, la droite, voire l'extrême droite, je suppose. Voilà. Hein. Et vraiment, ils ont fait des montages sur moi. On me traitait d'islamiste. Ils ont retrouvé plein de posts de moi sur Facebook pour remonter, en fait, pour trouver un lien entre moi et les frères musulmans. Enfin, tu vois, des trucs. Ah ouais, toi, tu me fais peur là. Tu vas me coller cette étiquette. Non, je vous rassure. Mais du coup, voilà. Et vraiment, pendant très longtemps, et encore maintenant, je suis toujours harcelé sur les réseaux. Et récemment, j'ai eu une nouvelle vague d'harcèlement avec des menaces de mort. Et je me suis dit, en fait, je sais que c'est compliqué de porter plainte parce que c'est des comptes anonymes, ça va peut-être mener à rien, mais symboliquement, je dois laisser une trace. Et je me suis dit, quoi, je vais aller porter plainte, je vais aller à la police. Je suis parti au comico principal d'Anderlecht, première fois de ma vie que je rentre dans un comico pour autre chose que… Tu te fais ramasser. Voilà. Je suis parti porter plainte, des super chouettes policiers qui m'ont accueilli. Il a pris ma déposition, le gars était trop motivé. Et j'ai porté plainte officiellement pour diffamation et insulte haineuse, donc pas pour menace de mort parce qu'il n'y avait pas assez de contenu. Et donc, il n'y a personne à accuser parce que c'est des comptes anonymes, mais symboliquement, je pense que c'est important de mettre en fait des termes dessus et garder des traces en fait
de ce harcèlement. Et c'est intéressant, c'est parce que la police aussi a ce qu'ils appellent, bon, je vais rentrer dans un terme technique, mais ils ont des unités spécialisées en cybercriminalité. Et donc, il y a la fameuse FCCU, donc c'est Federal Cybercrime Unit pour le niveau fédéral. Et tu as la RCCU, donc c'est pour la région, je crois que c'est Regional Cybercrime Unit. Et eux vont s'occuper de tout ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant que tu aies déposé plainte. En même temps, ça prouve aussi ton engagement. Je veux lutter contre le harcèlement que d'autres subissent, et en contrepartie, je vais déposer plainte pour montrer l'exemple à tous. C'est hyper intéressant ce que tu fais. Et allez, est-ce qu'il y a des choses dont on ne parle pas assez, selon toi, et qui concernent ton engagement politique que tu aimerais développer aujourd'hui? Ah ouais, la question des choses qui parlent de mon engagement politique. J'ai l'art pour trouver des questions où la personne doit réfléchir. Tu vois. Mais c'est ça. Mais franchement, on a beaucoup parlé là. Quand je dois imaginer mes grands combats. Mes grands combats, c'est quoi? Comme je t'ai dit, c'est le décrochage scolaire, c'est l'enseignement. Tous ces jeunes en fait qui posent les murs parce que le système les a cabossés, on doit les aider, on doit trouver quelque chose en fait pour les accompagner, refinancer Bon, il y a plein de mesures possibles, un refinancement de l'enseignement, des sas d'accrochage scolaire, en fait juste financer en fait les quartiers. La deuxième chose qu'on a parlé, c'était les bavures policières, refinancer la police, mieux former les policiers, créer des ponts entre les citoyens et les policiers, et surtout en fait, moi j'ai plein de mesures en tête. Franchement, si je pouvais te les citer, un procureur spécial pour les bavures policières, parce que comme ça, on a des procureurs indépendants au lieu d'un comité P, un comité C comme en Angleterre, où en fait c'est un comité citoyen aléatoire avec plein de gens de la société civile qui s'occupent en fait des plaintes internes, qui évitent d'avoir des policiers. C'est à peu près comme ça qu'on vend le comité P. Tu vois, alors que le comité P, c'est juste des policiers qui sont reclassés au comité P pendant cette mesure, puis ils reviennent dans leur tu vois, donc ça n'a pas de sens. Par rapport aux bavures policières, il y a énormément de choses à faire. L'harcèlement, scolaire et pas scolaire, en fait, ça doit être condamné. On doit pouvoir en fait mettre des mots dessus et être accompagné là-dessus. Et une thématique qui me parle énormément, c'est le logement. Ouais. C'est extrêmement dur de se loger à Bruxelles, c'est incroyable. J'ai dû déménager avec ma mère sur Anderlecht, et quand on voyait les prix, déjà on te faisait refuser de partout parce que tu connais discrimination au logement. C'était super compliqué avec le combo, avec les prix incroyables. Enfin, on dirait je vais loger à New York. Enfin, c'était. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, je sais pas, parce que je le ressens pas. Je vois que des gens se plaignent de ça, mais j'ai envie de voir des manifs par rapport à. Il y a des manifs qui viennent, mais les prix sont tellement exorbitants qu'on trouve ça normal que ce soit aussi cher que ça. Et c'est pas normal. On n'est pas censé payer plus de 1000 balles pour un 2 chambres sur Bruxelles. Et en fait, on n'a plus les moyens de pouvoir se loger. Et il y a une crise du logement actuellement et c'est super compliqué. Et donc moi, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment envie de travailler, c'est rendre le logement accessible et pas forcément jeter une famille de 6 personnes dans un 2 pièces. C'est vraiment trouver, en fait, pouvoir loger de manière respectable et enfin, c'est humain en fait. Normalement, on a le droit de pouvoir se loger, et c'est vraiment une mesure qui me parle énormément parce que je vois plein de personnes qui galèrent à trouver, familles nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants ou qui sont seuls mais qui sont étudiants, qui n'arrivent pas à être en colocation parce que c'est trop cher. On leur demande des garants qui touchent 6000 balles alors qu'elle a juste une maman qui est en arrêt maladie. Enfin, c'est super compliqué. Clairement, ouais, clairement. Je trouve que le logement, effectivement, à Bruxelles, ça devient inquiétant. D'ailleurs, je suis pas le seul à le trouver. Tout le monde le dit, tu vois. Après, on a, bon, je vais parler poliment, mais on a Madame Nawel Benamou qui en fait un combat sur TikTok et les réseaux sociaux. Bon, ben, on souhaite qu'elle continuera à faire quelque chose d'intéressant à ce sujet-là, tu vois. Mais toi, en tant que candidat écolo, donc tu es 16e à la région, qu'est-ce que signifie cette 16e position? Tu m'as expliqué tout à l'heure une chose qui est hyper intéressante, mais j'aimerais que tu me le réexpliques. Alors, en gros, il faut savoir que dans les partis politiques, les chiffres n'ont pas la même importance par rapport à chaque parti. Et donc, on va dire que chez Écolo, ils ont déterminé les places stratégiques. Et donc, les places stratégiques, c'est les places qui sont déjà électibles, donc ils peuvent potentiellement recevoir le pot commun, qui est le système de voix qui se dévolue en dessous. Bon, c'est peu probable que ça arrive jusqu'à moi, parce qu'en général, ça arrive vers 12-13. Ouais. Mais c'est aussi des places qu'on met beaucoup plus en avant, parce que c'est des profils qu'on veut voir, en tout cas, être mis en avant. Donc, je n'ai pas tous les détails non plus, mais pour te dire, les 16 places stratégiques qu'on a actuellement chez Écolo, de 1 à 15, ce sont tous des députés sortants, et Échevin. Ok, ouais. Et moi, je suis 16e.
T'es le novice en Je politique, suis le jeune Saint-Gillois d'origine et anderlechtois actuellement. C'est hyper Voilà, intéressant ça. c'est super. Symboliquement, c'est super fort. Il y a aussi des places stratégiques qui sont en bas, qui sont les personnes qui poussent la liste, avec Olivier Deleuze, le bourgmestre de Watermal, et puis Myriam Hamedine, qui est bourgmestre de Forêt, qui sont les profils, et Ahmed Moussine, qui sont là pour pousser la liste du bas vers le haut. Et en tête de liste, on a Zakia Katabi. Mais du coup, symboliquement, c'est fort parce que toutes les places sont importantes sur la liste. Les autres places, on les considère comme des places de soutien, mais peu importe où tu es sur la liste, si tu fais ton nombre de voix, tu peux être élu. C'est pas un problème. Okay, ouais. Mais c'est symboliquement fort, c'est parce que, comme je te le disais, tout le temps, j'ai dû défoncer des portes qu'on me fermait, mais là, on me l'a ouverte. On m'a ouvert la porte, on m'a dit, viens, prends la place que tu mérites et fais-en un combat. Et donc, je suis 16e de liste et je suis devant des personnes qui sont actuellement députées, des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine politique que moi. Et pourtant, le parti m'a fait confiance de me mettre 16e parce qu'en fait, il croit en mon expérience de terrain, en mes valeurs, en mes combats. Et donc, c'est donner confiance à cette jeunesse. J'ai 25 ans et c'est incroyable. Et je pense qu'en 2019, ils avaient aussi donné la chance à beaucoup de jeunes qui sont montés en politique. On a Marie Lecoq qui a été élue, il me semble, à 25-26 ans, qui a maintenant un peu plus de 30. Tu vois, donc, il y a eu cette envie en fait, de rafraîchir et d'amener des nouveaux profils. Et c'est ce qui est bien, en fait, que je trouve chez Colo, c'est qu'en fait, il donne la chance à plein de profils très divers. Tu vas voir la liste. Franchement, tu te dis… On va dire que c'est un good move pour la jeunesse. Comment ramener le sujet de manière… Non, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je laisserai d'autres personnes s'en occuper. Mais c'est hyper intéressant que toi, en tant que jeune, tu aies cette place-là et en même temps, beaucoup de jeunes vont pouvoir se reconnaître en toi et en tes combats. Je pense notamment, je te dis, on fait l'épisode ici au Square Albert Ier. Tous les jeunes qui entendent les sujets dont tu as parlé, ils vont à fond te soutenir et j'espère que les gens vont te soutenir. Ali Niaz, 16e sur la liste régionale chez Ecolo. N'oubliez pas de vous abonner à lui sur Instagram également. Ali, est-ce que tu as 2 ou 3 points que tu aimerais remettre en avant ou rappeler aux gens qui auraient suivi l'épisode jusqu'ici? Moi, ça serait vraiment un message pour la jeunesse. Moi, c'est le moment où je lâche le message good move. Encore une Alors, fois. regarde bien la caméra. Je regarde la caméra. Mais ça fait pas un peu trop solennel comme ça que je derrière, on dirait je suis le grand sage. Ou tu peux regarder celle-ci, tu vois. Ouais, celle-là. Bonjour, mes chers compatriotes. Non, je rigole. Mais moi, vraiment, je me mets bien face à la caméra. Le message que je voudrais donner à la jeunesse bruxelloise, de partout, vraiment de tous les quartiers possibles, même si principalement on vient des quartiers populaires et donc peut-être qu'ils vont plus se voir en ce message, c'est de ne pas hésiter à s'investir en fait dans des projets. Pas forcément se lancer en politique. Pour moi, tout est politique. Et donc, c'est important de faire quelque chose, en fait, d'amener un projet que tu as envie de mettre en place. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a des jeunes qui se lancent dans le sport, qui lancent des salles de boxe, qui lancent des associations de quartier. Et ça peut être des petits projets. En fait, c'est super important de pouvoir prendre sa place dans la société parce que, en fait, on est bruxellois, on mérite, on est né en Belgique, on n'est pas des étrangers, donc on doit prendre notre place dans la société. Et donc, n'hésitez pas, en fait, à vous investir dans peu importe les projets, tout est possible. Et vraiment, c'est vraiment un message que j'ai envie de passer. Moi, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, comme je te disais, mais vraiment, tout le monde n'a pas cette chance. Et donc, il ne faut pas hésiter à attraper le train. Et ici, pas, en fait, juste contactez-moi hors domaine politique. Moi, je suis chaud de vous aider à vous accompagner pour lancer une association, pour lancer des projets, une idée culturelle. J'ai plein de contacts dans plein de domaines, que ce soit dans la musique, dans l'audiovisuel, dans l'art, dans le sport. Enfin, il y a toujours moyen de faire des chouettes projets, donc n'hésitez pas, si vous voulez. Mon Insta est ouvert et on peut se lancer dans un projet, tout simplement. Hein. Ouais, mais écoute, je te souhaite bon courage en tout cas pour les élections à venir. Et j'encourage les jeunes à prendre contact avec toi. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein. C'est pas parce que vous avez 65 ans que vous n'êtes pas jeune. Ouais, hein. La jeunesse n'a pas de limite, c'est un état d'esprit. C'est ça, si vous voulez sortir un album à 65 ans, pas de souci, hein. On loue un studio et on fait un feat. Et alors, écoute, Ali, je te remercie pour ces 38 minutes d'interview. C'était relativement intéressant. J'invite bien évidemment toutes les personnes à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à la partager pour te donner un peu plus de visibilité parce que je trouve que tu mérites cette visibilité que tu n'as pas assez dans les médias mainstream, même si je sais qu'on préférera toujours une Raja Marwan à 16e sur la liste, mais je crois que Ali Niaz a des choses beaucoup plus intéressantes à raconter, notamment sur son parcours de vie.
À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'ici. Allez, merci à toi. Merci à toi, un grand plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle interview avec d'autres invités politiques. À la prochaine. Slama.